Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission hebdomadaire de l'écho crypto. J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous allez bien. Et puis, on se retrouve pour analyser, comme chaque semaine, le marché financier. Alors, en première partie, on aura le marché des actions américaines. Et ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi ce marché est en difficulté en ce moment. Et puis, on essaiera de se tourner un peu plus vers les marchés européens très rapidement. Je pense qu'en ce moment, les marchés US sont très importants cette semaine. On a fait un focus un peu plus important peut-être sur les marchés européens la semaine dernière. Et ensuite, deuxième partie de la vidéo, ce sera l'analyse des cours des cryptos. Donc je vous invite à lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à lâcher un commentaire, ça aide vraiment au référencement. Vous êtes de plus en plus à regarder nos vidéos, vous êtes de plus en plus à être sur les émissions du mercredi soir à 21h sur Twitch. Donc je vous invite également à aller les voir. On essaye d'analyser en milieu de semaine un petit peu les conséquences de ce qu'on a dit dans nos vidéos l'éco crypto le samedi. Écoutez, merci en tout cas pour votre soutien et puis je vous invite à nous follow sur tous les réseaux sociaux. Donc on est parti pour la première partie de la vidéo. C'est parti les amis. Alors, on se retrouve quand même sur une petite vue d'ensemble sur la map, la heatmap crypto. Donc là, on voit qu'on est sur une journée très rouge, on est le week-end, nous sommes le 30 avril, il est 11h20 comme vous pouvez le voir en bas à droite. Et oui, les marchés sont rouges, les marchés crypto sont rouges. Alors on va essayer de comprendre pourquoi ils sont rouges, on va essayer d'aller voir du coup ce qui se passe du côté américain. Côté américain, qu'est-ce qu'on a vu cette semaine? Donc, il y a plusieurs choses à retenir. Je pense que c'est le plus gros focus. Alors, première chose à retenir, c'est que la bourse de New York, elle a terminé sur une semaine en sévère perte, pardon, excusez-moi. Donc ça a annihilé le vif rebond de la journée de jeudi et ça a conclu un mois d'avril dans le rouge, plombé totalement par les technologies et les mauvais résultats d'Amazon, Netflix et toutes les entreprises technologiques. Donc le Nasdaq, c'est celui qui a pris le plus de baisse et de recul, hein, comme vous le voyez là à l'écran. Nasdaq, comme je vous le rappelle, ce sont les plus grosses sociétés technologiques américaines, et le S&P 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Du coup, les résultats définitifs, on se retrouve avec un Dow Jones à moins 2,77% sur la semaine, un Nasdaq qui s'est effondré à 4,17% et un S&P 500 qui a cédé 3,63%. Ce qui est assez conséquent. Sur le mois, ça nous fait un repli du Dow Jones à 5%, le Nasdaq qui recule de 13% et s'inscrit à son plus bas depuis un an, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et au S&P 500, on a une chute de presque 9% sur le mois. C'est le pire mois depuis le début de la pandémie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, en fait, il y a plusieurs critères qui font qu'il y a ce recul, en fait. Il y a plusieurs aussi opinions là-dessus. Moi, je vous avais partagé mon opinion des autres de la semaine dernière. Alors, on a une sorte de large d'éventail de vent contraire hein, qui pèse sur les marchés. On a un resserrement agressif attendu par la Réserve fédérale américaine, des taux. On a le confinement en Chine, j'avais commencé à vous en parler la semaine dernière. Confinement en Chine qui relance la pénurie sur les fournitures, sur la supply. On a une pression inflationniste qui est persistante dans toutes les zones, hein, que ce soit la zone euro ou la zone américaine. Et on a une hausse des taux obligataires et la hausse du dollar américain qu'on va aller voir juste après. Et certains, d'un autre côté, pensent que le recul, il n'est pas dû forcément à des nouvelles macroéconomiques, là, comme on essaie de le dire, mais certains pensent que tout simplement, c'est juste les résultats d'Amazon, Netflix, Facebook. Tous ces résultats, on va dire des entreprises majeures, qui ont toujours connu quasiment une croissance sur le marché américain, vu qu'elles ont des résultats moins bons, alors on considère que ce sont elles qui sont en train de créer cette baisse du marché, cette accélération baissière. Je pense que les deux analyses se valent, je pense surtout que c'est un tout. Je pense que c'est à la fois dû aux nouvelles macroéconomiques, à la fois dû aux résultats des mauvais résultats de certaines sociétés, comme on vous avait dit la semaine dernière. Moi, j'avais combiné les deux. Et je vous avais dit que pour moi, il y avait aussi l'état d'esprit géopolitique avec la guerre en Ukraine. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend pour cette semaine? On s'attend, la semaine à venir, pardon, on s'attend à quoi? On s'attend à une hausse d'un demi-point
de pourcentage des taux d'intérêt directeurs de la banque centrale. Donc c'est très important parce que les taux de la banque centrale en Amérique, les taux directeurs, ce sont eux qui drivent la croissance à court terme et tout simplement les emprunts et les taux à court terme. Si les taux augmentent, les taux des banques traditionnelles américaines vont augmenter et donc du coup ralentir la croissance parce qu'il n'y aura pas forcément d'intérêt à venir emprunter si le coût de l'emprunt est trop cher. Donc du coup on va limiter cette croissance. Alors que généralement si vous avez des taux directeurs de banque centrale qui diminuent, vous avez un taux de banque traditionnelle qui diminue et du coup vous avez une relance économique puisque les gens sont prêts à faire des emprunts et du coup à injecter de l'argent sur le marché. Du coup, qu'est-ce que ça entraîne également la hausse des taux directeurs directeur, ça baisse les taux obligataires. C'est-à-dire que les taux obligataires qui étaient à 2,92 la semaine dernière sont à 2,82 en fin de semaine. Donc pourquoi ça baisse les taux obligataires? Parce que les taux obligataires, ils ont été faits sur une période de l'année qui n'était pas une période de l'année où les taux d'intérêt directeur de la Banque centrale étaient aussi hauts. Donc c'est-à-dire qu'à court terme, les taux obligataires vont diminuer, mais ensuite vous allez avoir des rachats des taux obligataires et de ces contrats obligataires. Et donc du coup, vous allez contracter des contrats obligataires avec des meilleurs taux à l'avenir. Donc à long terme, ça va augmenter les taux obligataires. À court terme, pour l'instant, ça les diminue. Et c'est normal. On pourra revenir peut-être sur une émission plus en détail là-dessus. Du coup, juste pour terminer avec les US, parmi les entreprises qui étaient beaucoup regardées cette semaine, on avait ExxonMobil. C'est le géant pétrolier qui est coté en Amérique. Il a été pénalisé malgré un gros bond de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices trimestriels. Donc, même si vous avez des résultats qui sont corrects, vous voyez bien que le marché vous sanctionne quand même. Donc du coup, c'est pour ça que je pense qu'il faut combiner tous ces indicateurs pour comprendre cette baisse. Les analystes, on nous dit qu'ils s'attendaient vraiment à mieux sur ExxonMobil et en fait une grosse partie de sa charge est passée sur la Russie. Donc, du coup, si vous avez des problèmes avec la Russie, ça se price en action. Voilà, on a d'autres acteurs, donc il y a Chevron aussi qui a été victime de bons résultats, pas victime finalement, mais qui a bénéficié de bons résultats avec cette crise du prix pétrolier, mais qui a eu pourtant son titre qui a lâché 3,16%, mais c'est, on va dire, un peu plus anecdotique. Alors, tous les secteurs du S&P 500 ont conclu dans le rouge, à commencer par les titres de biens de consommation non essentiels. On a moins 5,92% et l'immobilier, on a moins 4,90%. Donc vous voyez, même l'immobilier n'est pas à l'abri d'une baisse du marché, américain et de la croissance mondiale. Donc il faut faire très attention. On dit toujours que l'immobilier est une valeur refuge, mais l'immobilier, ces derniers temps, il y a beaucoup d'inflation qui est passée dans l'immobilier. Il faut faire très attention. Et ensuite, on a les technologies et l'information qui ont perdu 4,14%. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur l'Amérique. Donc, c'est pas forcément hyper rassurant, on est bien d'accord. On va essayer de faire très rapide sur l'Europe parce qu'on veut rentrer dans un format de 20 minutes, comme vous le savez. En Europe, en fait, les bourses, elles ont terminé la fin de semaine en hausse. Mais par contre, tout ce qui s'est passé avant, on a eu une semaine, un recul au total de 0,73%. Donc la journée de vendredi ne reflète pas forcément la semaine. Et on a eu sur le mois un recul de 1,9%. Donc c'était un peu moins prononcé qu'en Amérique. Le sentiment dominant en Europe, c'est que, pour l'instant, on n'a pas forcément une baisse comme en Amérique, et je pense que c'est dû parce que la BCE est moins agressive que la Fed actuellement, mais du coup on a une inflation beaucoup plus importante sur le secteur euro. En tout cas qui commence à augmenter de façon plus importante qu'en Amérique, même si en Amérique c'était très élevé, on était à 6,6 si je dis pas de bêtises. Là du coup, qu'est-ce qui se passe? Le sentiment dominant, c'est que le soutien de la BCE est sur le point de s'estomper, et de s'estomper de plus en plus rapidement, et plus rapidement que ce que l'on pensait. Et ça c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Là, la BCE nous a dit on rachète des rachats d'obligations à partir de l'été à peu près, c'est ce qu'on s'était dit, et ensuite augmentation des taux directeurs à partir du début du troisième trimestre. Donc ça veut dire pareil qu'on va avoir un problème de croissance en Europe, puisqu'on va vouloir essayer de protéger l'euro. Et ça on va le voir tout de suite avec l'euro face au dollar. Justement, j'y arrive. J'arrive sur le change. Donc là, très important, je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe?
Le change, vous voyez que là, c'est le dollar face à un panier de devises fiat. Donc en fait, c'est le pouvoir du dollar face au reste du marché, si vous préférez. Vous voyez que là, j'ai des trendlines que j'avais tracées il y a un moment. Je pense que si vous suivez les lives, on vous les a déjà montrés. C'est des trendlines qui datent de, vous voyez, 1985, celle-là. Et on est venu la casser en 2015. On est venu rebondir ici une fois. Là, on est venu faire un deuxième creux en 2020. Ici, c'était en 2018. Et là, on est en train de s'extirper vers le haut. On est en train de casser une trendline qui datait de 2021, donc de 2001, pardon, de 2001. Donc vous voyez, c'est très très vieux. Donc là, on est en train de réellement créer une grosse cassure au niveau du dollar américain. Donc je pense que le dollar va continuer à monter. Au bout d'un moment, c'est sûr qu'il va s'essouffler. Mais là, vous voyez qu'on est en train de casser des niveaux hyper importants et que quand même, la Réserve fédérale est en train de créer un système anti-inflationniste qui va arriver dans les prochaines semaines avec la hausse des taux directeurs. Donc on va avoir un marché américain des actions qui va peut-être encore se casser la gueule, mais par contre on va avoir un dollar qui va être de plus en plus fort. Ce que je vais vous montrer, c'est justement l'euro face au dollar. Très important. Très important. Vous voyez que alors, mes lignes sont prises sur des lines, hein, pas sur des bougies japonaises. Vous voyez que ici, on a une trendline qui était très importante, ici, qu'on a depuis très longtemps. Hein. Donc ça, c'est pris sur des lignes, pas des bougies japonaises. C'est pour ça que vous voyez que c'est en plein milieu. Ça date de juin 2002. Ici, on est venu retaper la ligne en décembre 2016, ensuite en 2020, et là, on est en train de faire une énorme cassure depuis 2022. Donc on est en train de casser un petit triangle qui s'était construit depuis des années maintenant. Et donc du coup, on voit que le dollar prend une énorme part face à l'euro. Et je pense que vous l'avez ressenti. Si vous avez été en dollars, par exemple en stablecoin dollar, vous avez pris sur l'année peut-être 15%. Si vous avez été en euros, vous avez perdu l'équivalent de 10%. C'est un truc bête, mais il faut faire également très attention à ce que vous prenez en fiat sur le marché crypto. C'est pour ça que je passe un peu plus de temps sur le marché financier aujourd'hui. Ici, on était sur une trendline qui datait depuis 2017, qu'on était venu toucher en 2020. Et là, vous voyez bien que malgré la crise Covid, ici en 2020, le 16 mars 2020, c'était le premier confinement. Vous voyez que nous sommes en train de faire un très très bas sur l'euro face au dollar. Donc finalement, l'euro n'arrive pas à s'extirper par rapport au dollar. Et ça va falloir faire très attention parce que on a peur qu'avec la crise en Ukraine, ça continue et qu'il y ait un ralentissement de la croissance européenne surtout. Et on a peur aussi que l'euro soit dans une sorte de couteau descendant et n'arrive pas à se reprendre. Et là, les décisions de la BCE vont être très importantes sur les semaines et mois à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'euro. Et je termine avec ce petit post de The Big Whale, donc le nouveau média, qu'on vous avait déjà parlé sur la chaîne. Vous voyez, le livret A pris 1%, l'assurance vie a pris 1,3%, mais l'inflation a pris 4,8% dans la zone euro, en France notamment, en avril. Donc on arrive vraiment sur des points très importants. On a une crise énergétique et une crise alimentaire qui se profile et qui est déjà en train de se pricer. Attention, je pense que l'euro n'a pas forcément terminé sa chute. Là, on vient de casser quelque chose de très important. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce qu'on ne passerait pas du coup un petit peu aux crypto-monnaies? Je pense que c'est tout. Ah si, je peux peut-être vous dire quelque chose pour terminer sur ces 15 minutes et on fera les crypto-monnaies en 10 minutes. Le rouble, étonnamment, le rouble russe, a atteint un pic depuis plus de 2 ans face à l'euro. La Banque centrale de Russie a réduit son taux directeur de 300 points de base pour la deuxième fois en avril, alors que le marché tablait sur une baisse d'une plus faible ampleur. Et pourtant, le rouble russe a atteint un plus haut depuis plus de 2 ans face à l'euro. Donc même le rouble russe arrive à s'extirper face à l'euro. Donc il faut que la BCE fasse quelque chose là-dessus. Voilà ce que je pouvais vous dire. On va passer au contrat futur Bitcoin du CME. Donc pourquoi je vous montre celui-là? Parce qu'en ce moment, le cours du Bitcoin est compliqué à analyser. Je pense que le cours du CME est peut-être des fois plus simple, plus clair. Vous voyez que il faut se rattacher à des choses basiques là. On était sur une baisse en héliotisme, c'est ce qu'on s'était dit.
Je pense pas que là on a une sorte de bull trap finalement, l'héliotisme qu'on avait, tracé sur une possible impulsion, il a été invalidé, mais ça on vous l'avait déjà dit sur les semaines, précédentes, enfin en tout cas la semaine précédente, à minima. Ce qu'il faut regarder, c'est ici. On avait une première trendline ici qui était importante, c'était celle du 24 janvier 2022. On est venu en fait à chaque fois la tester et clôturer au-dessus. Ici, vous voyez qu'on a fait une clôture dessous depuis le 18 avril 2022. Là, je suis en weekly. Hein. Et là, vous voyez qu'on a confirmé cette baisse. Et donc, du coup, directement, on est venu tester la deuxième trendline qui était dessous, qui date du 24 janvier 2022 et du 22 février 2022. Ici, vous voyez que c'est assez chirurgical, ça vient toucher quasiment cette trendline, qui est même peut-être même moins bien tracée en weekly, c'est pour ça que là, ça vient pas forcément toucher correctement. Hop là, si je l'ai... Hop là, non, bah, je vais pas forcément la toucher, je la retoucherai plus tard. Tac. Non, si, elle est bien, elle est bien tracée, autant pour moi. Donc du coup, ici, vous voyez que ça a touché quasiment pile poil ce trendline. Le marché essaie de trouver un support. Le support est pas forcément évident. Il me semble qu'en Ishimoku, voilà, on est passé sous le nuage en weekly, donc ce qui est pas forcément positif. Parce que du coup, c'est toujours le cours face au nuage, hein, comme je vous explique à chaque live et à chaque vidéo. N'hésitez pas à venir nous voir hein, sur Twitch, vous pouvez nous poser toutes vos questions. Ici, vous voyez qu'en daily, ça n'a pas été très positif ce qu'on nous a proposé. On est venu tester le nuage, on n'a pas tenu le nuage, ni on est passé au-dessus de la Tenkan Sen ici. On est venu directement sortir du nuage avec une sacrée journée bien dégueulasse du coup hier. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire en monthly? En monthly, je pense qu'on va regarder le cours du Bitcoin classique en monthly. Vous voyez que là, monthly, toujours ce que je vous dis sur Bitcoin, c'est regarder la Kijun. En monthly, elle est importante. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ETH? ETH est intéressant en Ishimoku, je vais vous montrer. D'abord, je vous montre un petit peu comment ça s'est fait. Ça, c'est le contrat futur ETH en données journalières. Contrat futur Ethereum, donc sur le CME. Vous voyez qu'on était dans une sorte de triangle. À l'intérieur, en fait, on est venu s'extirper, on a tenté le pullback ici, puis le marché nous a un peu déboîté. C'est pour ça que j'aime pas forcément les figures chartistes sur le marché crypto, parce qu'elles sont très rarement respectées. Ici, vous voyez qu'on a fait une sorte de bull trap, et ensuite on est venu à réintégrer ce triangle. Pour moi, du coup, il faut conserver ce triangle, parce que finalement, peut-être que le but, ça va être de venir retester là un bas à 2600 ou quelque chose comme ça. 2600 ou peut-être plus haut en fonction de là où on se situe dans les journées. Peut-être voilà, 2600, 2700. En tout cas, il va falloir peut-être tester ce triangle pour essayer de voir si on arrive à se relancer. Ou si on nous fait un bear trap hein, ici et on réintègre le triangle. Mais du coup, ça sera plus un range dans ce cas-là. Ici, en Ishimoku, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que vous voyez que c'est pas anodin la mèche qu'on est en train de faire. Vendredi, on a fait une mèche. On est venu... Regardez, ici, c'est toujours pareil en Ishimoku. Ici, on a réintégré le nuage, ok? On a réintégré le nuage, on a cassé toutes nos lignes. On a cassé la Tenkan et la Kijun. Tenkan en bleu, Kijun en rouge, d'accord? Ici, on réintègre le nuage, on essaie de s'extirper. On essaie de s'extirper, on vient toucher la Tenkan. La Tenkan fait office de résistance. On n'arrive pas à clôturer au-dessus, donc on mèche dessus, on clôture en dessous. Forcément, le lendemain, c'est la sanction. D'accord? C'est quasiment toujours pareil. Donc c'est la sanction, et qu'est-ce qu'on va faire quand on fait ça? Eh bien, on vient retester le bas du nuage. On vient tester le nuage, là, le nuage était peu épais, donc on est venu tester carrément directement le bas. D'accord? Et là, on est en train de travailler ce support. Le nuage, c'est nos derniers supports. Si on passe le nuage, c'est direction bien plus bas. Donc du coup, on aura notre triangle pour essayer de défendre un prix à 2600, 2700. Mais ensuite, ça va être compliqué. D'accord, les amis? Ensuite, ça va être compliqué. C'est pour ça, attention, c'est crucial. Je reviendrai sur l'Ethereum futur, le contrat futur CME dans les prochains jours. Et mercredi en live, je reviendrai dessus à 21h, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que sur Amazon, je voulais revenir un petit coup sur Amazon parce que j'ai totalement oublié de vous dire. On voyait que c'est déjà des fois pas mal de tracer vos zones de rechargement. Puisque les zones de rechargement ici ont été payées sur Amazon qui a fait moins 14%. Voilà, c'est un petit bémol. N'hésitez pas à venir en live le mercredi sur Twitch pour que je vous explique un petit peu plus ça. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en commentaire. Donc des prix intéressants sur Amazon. BTC,
Du coup, je vais vous montrer BTC pas en contrat futur, mais BTC classique, on va dire. Et pourquoi? Parce que à chaque fois, je vous donne mon analyse. La semaine dernière, je vous l'avais donné. Là, mercredi, je vous ai donné un petit peu parce que quelqu'un m'a demandé dans le chat l'analyse Bitcoin. Bitcoin, je vous dis, il y a des niveaux à tenir. Là, vous voyez qu'on est dans des niveaux de recharge importants. À chaque fois, ici, on a eu un niveau de recharge important. Ici, on a un niveau de recharge important. Ici, on a un niveau de recharge important. Ok? Ici, vous voyez qu'on le travaille de fou, ce niveau. À chaque fois, on clôture à peu près ce niveau-là. On travaille vraiment ce niveau de dingue. Donc, on est toujours dans notre phase d'héliotisme. On ne sait pas si on a terminé notre C, c'est toujours le problème. C'est pour ça que l'héliotisme, c'est compliqué à regarder en ce moment. Ishimoku, je vous avais dit, attention, il faut absolument qu'on intègre le nuage, sinon on peut aller encore plus bas en weekly. Et là, on arrive en fin de semaine. Et on n'a toujours pas réintégré ce nuage. Donc là, c'est problématique. C'est ce que je vous ai dit mercredi. Donc là, ce qui va se passer, c'est que le cours va s'installer sous le nuage. Même si je pense pas qu'il y aura un énorme rebond sur la zone de rechargement, je pense que au vu du contexte, on va s'installer sous le nuage et du coup on peut aller chercher un peu plus bas. D'accord? Attention, il faut qu'on tienne ce support, sinon on pourra peut-être se faire une petite frayeur, aller toucher le support à 33 000, 33 500. En tout cas, voilà, moi j'ai toujours des ordres à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Le point hyper important sur Bitcoin, c'est le monthly pour moi. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui parlent du monthly. En données mensuelles, qu'est-ce qu'on a? Je vous ai dit, hyper important, donc là on voit nos zones de rechargement très visibles ici. On a la Kijun. La Kijun, vous voyez, en Ishimoku, ici elle est en rouge. Si la Kijun ne tient pas et qu'on clôture dessous, la clôture monthly dessous, c'est terminé. On est en bear market. C'est terminé, d'accord? Ici, à chaque fois, on a clôturé au-dessus, vous voyez? Et à chaque fois qu'on clôture en dessous, c'est terminé. C'est le bear market, d'accord? Donc il faut faire très attention. Très attention à cette Kijun Monthly, et à chaque fois, je vous indiquerai sur Twitter si je vois un problème en fin de clôture de mois. Je pense pas qu'on clôturera en dessous de la Kijun à la fin du mois, on est le 30 avril. Je pense pas qu'il y aura une clôture en dessous. Je vous ferai un point sur Twitter en fin de journée. Voilà, écoutez, c'est ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Juste peut-être un point, je vous avais fait un point volatilité la dernière fois. Pour revenir sur le shop, l'indicateur de la volatilité, vous voyez que là, on est en train de se décharger. Donc attention, là, on arrive à la fin du mois, la décharge commence à être violente. On voit que le sens, pour l'instant, de la décharge, il est vers le bas. Donc attention, on va surveiller cette Kijun. D'accord? Peut-être qu'on peut faire une énorme mâche et ensuite remonter, et on aura déchargé notre shop. Mais là, ça me paraît chaud. Honnêtement, là, les jours qui viennent vont être très très compliqués et vont être beaucoup regardés. Surtout qu'on arrive au mois de mai. Le mois de mai, comme vous le savez, c'était un peu le mois qui avait cassé la tendance de Bitcoin l'année dernière. Et là, vu que la tendance s'est jamais relancée et qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont fait croire que 2022, ça allait être simple, faut faire attention. Voilà. Petit altcoin pour terminer. Petit altcoin, pourquoi j'ai pris XRP? Non pas que je sois un grand fan d'XRP, mais parce que vous avez choisi dans les votes Twitter XRP comme badge du deuxième mois d'abonnés sur Twitch. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire XRP en analyse. Donc du coup, je vous fais un petit point XRP. XRP, vous voyez, on était dans une sorte de grand triangle ascendant. Et donc du coup, en fait, sur ce triangle rectangle, vous voyez qu'on avait trouvé à chaque fois des supports, donc là du 21 juin 2021, et là on avait une sorte de trendline que je me suis aperçu du 27 décembre 2020, sur lequel voilà, on a buté 2 fois. Finalement, on est venu casser cette trendline une première fois, ça nous a emmené vers une baisse beaucoup plus importante, et là on a essayé de trouver un support sur cette trendline du 21 juin 2021. Finalement, en fait, qu'est-ce qu'elles ont servi nos trendlines? Juste à déterminer un niveau à un moment donné qui allait nous faire plonger plus bas. Et là, vous voyez qu'on est en train de le travailler, ce niveau. Ce qui m'étonnerait pas, c'est que avec le contexte actuel en plus, là, vous voyez, on a traversé ce niveau de façon assez forte sur du daily. Ici, on est en train de essayer de le reprendre, mais vous voyez qu'on n'arrive pas à clôturer. Si on clôture au-dessus, peut-être qu'on peut se reprendre. Si on clôture en dessous, on aura fait une sorte de pullback inversé. J'oublie à chaque fois le nom, c'est pas un reverse back, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Mais donc du coup, on va venir casser vers le bas. C'est quasi sûr, si on arrive dans ce contexte. En plus, vous allez voir Ishimoku en daily, c'est complètement dégueulasse. On a un seul truc qui est correct, et vous voyez à quel point c'est précis, c'est la lagging span qui a rebondi sur la trendline.
elle a rebondi sur la trendline, la lagging span, du coup ça a donné une sorte de support au cours. Mais actuellement, il y a que ça qui tient. Si là, on clôture en dessous la lagging span, elle va sûrement venir casser la trendline et ça sera dégueulasse sur XRP, on se retrouvera finito toutes ces figures. De hausse, on se retrouvera dans une sorte d'énorme range ici et on essaiera de chercher les zones de rechargement au plus bas au niveau des 0,50. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire en bas de la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est hyper important pour nous. Et ça permet de continuer à développer la chaîne, surtout qu'on a sorti un Discord pour l'instant les abonnés et les personnes qui suivent le live Twitch fréquemment. Donc on va sortir ça de plus en plus. On a des petites surprises aussi à vous sortir pour certaines personnes, bien entendu. On essaie de rester une petite communauté, donc n'hésitez pas, profitez-en. Et puis je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Faites attention sur les marchés. On se tient au courant sur Twitter. Et passez un excellent week-end. Et profitez bien du soleil, parce que là je vois qu'il fait plutôt beau temps. Allez les amis, au revoir.